Rudo était un habitant des bidonvilles qui s'introduisait souvent dans les décharges des riches pour voler des objets utilisables. Cependant, lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et jeté dans le gouffre, l'endroit où finissent tous les déchets du monde, il est obligé de combattre des monstres géants faits de détritus pour remonter et se venger. Le monde est divisé en deux parties. D'un côté, il y a la ville immaculée où les riches mènent une vie luxueuse, et de l'autre, les bidonvilles où vivent des gens comme lui. La seule constante est le gouffre, où finissent tous les déchets, y compris les criminels. Les riches qui vivent dans la ville jettent sans hésitation des objets à peine endommagés. Comme cette femme qui dit à sa fille de jeter le jouet en forme de chiot qu'elle vient d'acheter parce qu'il est abîmé. Elle lui dit que le jouet deviendra laid si elles essaient de le réparer et qu'elles peuvent simplement en acheter un autre plus tard. La fille n'y voit aucun problème, et sa mère jette le chiot, avec d'autres déchets, dans la petite bouche d'évacuation qui mène directement à un camion dans un tunnel souterrain, lequel se rend ensuite à un immense site de collecte d'ordures. Cependant, le jeune Rudo se trouve aussi dans ce site de collecte, achetant les objets transportés par les camions. Il s'introduit dans le site et entre dans l'une des salles, mais malheureusement, un garde entend un bruit venant de la pièce et vérifie immédiatement pour trouver quelqu'un en train de fouiller dans les déchets. Le garde fait irruption dans la pièce, son arme pointée sur le voleur de déchets, Rudo, le traitant de dégénéré dégoûtant qui menace la beauté de la ville en accumulant des ordures. Rudo ne répond même pas à cela parce qu'il entend ces choses tous les mardis, mais ensuite le garde déclenche l'alarme, appelant des renforts. Alors que d'autres gardes arrivent, Rudo leur lance des sacs poubelles, et les maniaques de la propreté ne supportent pas les œufs crus sur leur uniforme, alors ils le regardent simplement grimper dans la bouche d'évacuation sans rien faire. Rudo sort de la bouche d'évacuation près de la sortie, mais la porte se ferme devant lui, et juste à ce moment, d'autres gardes arrivent. Ils commencent à tirer sur lui, mais Rudo esquive les balles avec désinvolture tout en faisant du parcours dans le couloir. Il court ensuite en ligne droite vers la sortie, et les gardes ne parviennent toujours pas à le toucher, car ils sont tous diplômés de l'Académie des Stormtroopers. Cependant, une balle perdue effleure le bras de Rudo alors qu'il saute par-dessus le mur, disparaissant du champ de vision des gardes. Pendant qu'ils perdent leur temps à le chercher, il sort par un trou d'égout, maudissant les gardes car à quoi bon garder des ordures que personne ne veut. Le lendemain, la nouvelle du pilleur de déchets se répand dans la ville, les gens blâmant les habitants des bidonvilles. De l'autre côté du mur, les habitants des bidonvilles savent très bien qui blâmer, car ce n'est pas la première fois que Rudo s'introduit dans les sites de collecte d'ordures. Ils pensent qu'il sera un jour attrapé, et la plupart espèrent même que cela arrive. Rudo se moque d'eux alors qu'il installe son stand pour vendre les objets réparés qu'il a trouvés. Lorsque son ami Chiwa arrive pour lui crier dessus, elle lui demande pourquoi il prend un tel risque juste pour fouiller dans les poubelles des habitants de la ville. Il répond que ces riches connards ne se soucient même pas de jeter des objets parfaitement utilisables. Il a pitié des choses qu'ils jettent, alors il les récupère, et comme il peut gagner de l'argent en les vendant, c'est encore mieux. Chiwa semble le comprendre, mais juste à ce moment, 3 garçons arrivent, se pinçant le nez en disant que quelqu'un pue les ordures ici. Ils disent à Chiwa de s'éloigner de Rudo, sinon elle sentira aussi les ordures. Ils insultent ses gants noirs épais, qu'il n'a pas lavés depuis qu'Obama était président, et disent qu'un seul contact avec eux donnera des rougeurs à n'importe qui. Un garçon donne un coup de pied à la lanterne que Rudo vient de réparer, disant que personne n'achètera ses ordures. Il dit que les mains de Rudo sont encore plus effrayantes que les gants, c'est pourquoi il les cache. Rudo écoute tout en silence, mais lorsqu'un garçon l'appelle le fils d'un meurtrier, il devient soudain furieux. Les garçons, cependant, ne s'arrêtent pas, disant que le bidonville a été créé pour emprisonner des criminels, et que les gens qui y vivent maintenant sont leurs descendants. C'est pourquoi ils essaient toujours de garder leur réputation propre, mais le père de Rudo les a couverts de honte en devenant un meurtrier. Rudo ne supporte plus les insultes, et il lance un regard mortel aux garçons, qui se font dessus et s'enfuient immédiatement, tout en maudissant Rudo et en disant qu'il deviendra un meurtrier comme son père un jour. Rudo commence alors à réparer tranquillement la lanterne à nouveau, et Chiwa lui dit qu'elle croit qu'il est une bonne personne qui ne deviendra jamais comme son père. Il est gêné en entendant cela, mais avant qu'il puisse la remercier, l'attention de Chiwa se porte sur le jouet en forme de chiot qu'il a récupéré à la décharge la nuit dernière. En fait, Rudo a apporté le chiot comme cadeau pour elle dès le début, mais avant qu'il ne puisse le lui donner et augmenter son score de risque, la mère de Chiwa arrive et l'emmène. Rudo rentre chez lui après cela et trouve son père adoptif, Recto, qui l'attend. Recto commence soudain à imiter la nervosité de Rudo alors qu'il essayait de donner le chiot à Chiwa, et Rudo rougit parce qu'il ne l'avait pas vu les observer. Recto lui dit qu'ils en parleront plus tard parce que d'abord, ils doivent discuter du petit voyage de Rudo à la décharge. Recto lui dit qu'il n'a pas besoin de se pousser autant parce qu'ils ne sont pas si pauvres. Il pense que Rudo se sent un peu redevable envers lui parce qu'il l'a adopté après que son père biologique ait été jeté dans le gouffre pour être un meurtrier, mais Rudo dit que ce n'est pas le cas. Il dit à Recto qu'il le considère comme sa famille et qu'il essaie juste de faire sa part. Recto lui dit simplement d'être aussi honnête avec Chiwa, et Rudo trébuche soudainement, aggravant la blessure par balle de la veille.
Recto commence immédiatement à lui donner les premiers soins et change aussi les bandages autour de ses mains pendant qu'il y est. Alors que Recto regarde ses mains, il se souvient qu'elles ont été blessées aussi longtemps qu'il le connaît. Les gens l'ont toujours jugé pour cela, et parfois ses blessures commençaient à faire un mal de chien sans raison. Puis un jour, Recto lui a donné les gants noirs, qui ont magiquement supprimé la douleur. Après que Recto ait fini de soigner les blessures de Rudo, il lui dit d'avouer ses sentiments à Chiwa bientôt, sinon quelqu'un d'autre pourrait la lui voler. Et pendant qu'il plaisante à ce sujet, un homme masqué et effrayant écoute tout depuis la rue. Le lendemain, Rudo trouve enfin le courage de dire ses sentiments à Chiwa et se dirige vers sa maison avec le chiot. Mais en chemin, il tombe sur une scène qui n'est pas rare dans les bidonvilles. À la lisière des bidonvilles, il y a le gouffre où tous les déchets et les criminels dangereux sont jetés. Aujourd'hui, un autre criminel est jeté dans le gouffre, et Rudo ne peut que regarder l'exécution, se demandant ce qui arrive aux gens à l'intérieur. Juste à ce moment, Chiwa arrive, disant que c'est une vue assez brutale, et Rudo panique parce qu'il n'était pas prêt à la rencontrer. Chiwa commence soudain à parler des exécutions et d'autres choses, puis elle dit à Rudo qu'elle ne veut pas qu'il soit jeté dans le gouffre. Elle dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne devraient pas être jetées comme des ordures, mais ce n'est pas une raison suffisante pour risquer sa vie. Rudo répond que Recto a dit la même chose, et Chiwa dit que c'est parce que Recto l'aime aussi. Rudo prend une seconde pour réaliser que Chiwa a dit que Recto l'aime aussi, et son cerveau, avec une RAM de 2 mégaoctets, comprend que Chiwa veut dire qu'elle l'aime. Elle est embarrassée en réalisant que ces mots pouvaient être interprétés ainsi, mais Rudo a déjà perdu la tête. Il tombe au sol, se tenant le visage, puis donne le jouet en forme de chiot à Chiwa, disant qu'elle ne le voudra peut-être pas parce qu'il vient des ordures, mais il a pensé que le chiot serait plus heureux avec elle. À sa grande joie, Chiwa accepte le jouet, disant qu'elle le chérira, et Rudo est plus heureux qu'il ne l'a jamais été. Il saute et danse sur le chemin du retour, pensant qu'il doit s'en vanter immédiatement auprès de Recto. En chemin, il tombe sur des gardes qui ne s'occupent même pas de lui, mais il est curieux de savoir pourquoi ils sont dans les bidonvilles. Quoi qu'il en soit, Rudo arrive chez lui et commence à raconter à Recto ce qui vient de se passer alors qu'il ouvre la porte, mais il est horrifié lorsqu'il voit Recto au sol avec un homme masqué effrayant sur lui. L'homme masqué se retourne pour regarder Rudo une fois avant d'enfoncer son couteau plus profondément dans le corps de Recto. Rudo perd son sang-froid en voyant cela et charge l'homme masqué, mais il est frappé si fort qu'il ne réalise même pas quand il a été assommé. Au moment où Rudo reprend ses esprits, le meurtrier masqué a fini son travail. Il ramasse un livre par terre et sort, jetant un bref regard à Rudo, qui essaie de le suivre, mais il entend alors la voix de Recto. Recto est toujours en vie, d'une manière ou d'une autre, et avec son dernier souffle, il dit à Rudo de s'enfuir. Rudo se précipite immédiatement à ses côtés, promettant qu'il ira chercher de l'aide, mais Recto lui dit simplement de s'enfuir et de changer ce tas de monde en quelque chose de mieux. Sur ce, le corps de Recto devient inerte, et Rudo ne peut pas comprendre ce qui se passe. Juste à ce moment, les soldats arrivent et électrocutent Rudo, le croyant être le meurtrier. Ils le plaquent au sol en lui disant qu'il est arrêté pour meurtre, et Rudo leur dit que ce n'était pas lui. Les gardes lui disent que rien de ce qu'il dit n'a plus d'importance parce qu'ils l'ont pris en flagrant délit. Il continue à essayer de leur dire que le vrai meurtrier vient de quitter la maison et qu'ils peuvent encore l'attraper, mais les gardes ne veulent même pas écouter, alors ils l'assomment en utilisant la méthode traditionnelle, un coup de poing à la tête. Bientôt, Rudo est emmené à l'échafaud pour être exécuté pour ses crimes. Tout le monde des bidonvilles est présent pour le voir être jeté dans le gouffre, et même des personnalités importantes de la ville principale sont là. Le juge dit à Rudo que le meurtre est l'un des plus grands crimes que l'on puisse commettre, et même s'il a tué un simple habitant des bidonvilles, la punition ne sera pas réduite. Il déclare que Rudo sera tué en étant jeté dans le gouffre, et les gens commencent à applaudir en entendant cela. Rudo ne peut toujours pas croire que cela lui arrive, et il souhaite qu'au moins une personne croie qu'il n'est pas un meurtrier. Ses yeux parcourent la foule et s'arrêtent sur Chiwa. Rudo lui crie qu'il n'a pas tué Recto. Il lui demande de trouver le coupable, mais elle dit simplement qu'elle lui faisait confiance, mais qu'il n'en était pas digne. Elle dit qu'il était finalement le fils d'un meurtrier et laisse tomber le jouet en lui tournant le dos. Sa trahison blesse Rudo plus que tout, et il craque sur les gens qu'il appelle une ordure humaine qui mérite d'être jetée dans le gouffre. Il dit qu'ils sont les vraies ordures ici parce qu'ils ne sont que des tas de viande sans cerveau ni volonté. Il jure qu'il les enverra tous en enfer, quand soudain, il remarque que le meurtrier est aussi parmi la foule. Cependant, il n'a pas la chance d'en parler à qui que ce soit avant d'être jeté du bord. Rudo a l'impression de tomber depuis une éternité, et à un moment donné, il perd connaissance. Heureusement, tous les déchets au fond du gouffre amortissent sa chute, et lorsqu'il se réveille, il est complètement indemne. Il se demande ce qui se passe, comment est-il encore en vie, quand l'odeur nauséabonde de l'endroit le frappe soudain. Même le voleur de déchets est obligé de bloquer l'odeur, puis il remarque l'immense mer de déchets devant lui, ainsi que des choses qu'il ne reconnaît pas. Rudo se demande ce qu'est cet endroit, quand soudain, une ombre géante le recouvre. Il se retourne pour voir ce qui se passe, et il ne peut pas croire ses yeux lorsqu'il voit un monstre géant fait de déchets,
lui montrant ses crocs. L'esprit de Rudo devient vide pendant un instant en voyant le monstre, et il se rappelle comment il trouvait toujours étrange que tout le monde était si obsédé par l'envoi d'ordures et de saletés humaines au fond du gouffre. Pourtant, personne ne s'est jamais soucié de ce qui leur arrivait réellement en bas. Il ne pensait même pas à ce qui pouvait d'autre se trouver au fond, et cela le dérangeait plus que tout. Cependant, il se ressaisit rapidement et commence à courir pour sauver sa vie alors que le monstre gigantesque commence à s'approcher de lui. Les choses prennent soudainement une tournure encore pire lorsque le monstre rugit bruyamment, et en conséquence, d'autres monstres surgissent du tas d'ordures. Ils se mettent à poursuivre Rudo, qui court aussi vite qu'il le peut, mais c'est inutile car il se retrouve bientôt piégé. Il se demande ce que sont ces monstres et s'ils sont vraiment des tas de déchets capables de se déplacer seuls. Les monstres bondissent soudainement sur lui, et il esquive leurs attaques par miracle. Il essaie de s'enfuir mais trébuche et tombe directement sur un crâne humain, ce qui lui fait réaliser quel sera son sort. Rudo maudit les salopards qui l'ont jeté dans cet enfer, et juste à ce moment-là, le tas d'ordures sur lequel il se tenait s'effondre. Rudo se retrouve rapidement au bas d'une falaise qui le maintient à une distance sur des monstres, mais une autre chose est en train de le tuer. Il réalise que l'air de cet endroit est littéralement du poison, et s'il le respire trop longtemps, ses poumons seront déchirés. Il couvre sa bouche et son nez avec ses gants, espérant trouver un endroit où se cacher et se rétablir, mais il réalise soudain qu'un endroit sûr n'existe peut-être même pas dans cet enfer. Il commence à perdre espoir et vomit soudainement du sang, le bruit attirant à nouveau les monstres vers lui. Rudo tombe au sol, incapable de bouger, et il accepte presque son sort quand soudain, le corps mourant de Recto apparaît dans ses souvenirs. Une étrange puissance traverse soudain les mains de Rudo, mais il ne le remarque pas. Cependant, il sent sa vision changer, et il commence à voir des lumières sortir des tas d'ordures et du tuyau en fer devant lui. Rudo rampe vers lui, déterminé à rester en vie parce qu'il a une raison de vivre. Il attrape le tuyau en fer et se relève, déclarant qu'il retournera à la surface et se vengera des gens qui l'ont envoyé ici et du salopard qui a tué son père. La rage commence à gonfler en lui, et les monstres en profitent pour se faufiler vers lui. Cependant, alors que l'un d'eux l'attaque, Rudo le repousse simplement avec le tuyau en fer sans même prendre la peine de le regarder. À la suite de cette attaque, Engin est projeté et heurte le parapluie d'un autre habitant du gouffre, qui est surpris que quelqu'un capable de combattre les monstres soit arrivé ici. Pendant ce temps, Rudo est devenu complètement fou en combattant les monstres. Il ne se soucie pas de l'air empoisonné ou du sang qui coule de son nez alors qu'il continue à sauter partout, et même se faire plaquer contre d'énormes rochers à grande vitesse ne semble pas lui faire beaucoup de mal. Un monstre écrase le rocher sur lequel il était coincé, l'ensevelissant sous les décombres, mais Rudo s'en sort et en tire un poteau avec lui. Il le balance avec toute sa force, infligeant de gros dégâts au monstre, mais soudain, un autre monstre émerge juste sous lui. Rudo parvient à s'éloigner de ses mâchoires, mais les effets de l'air empoisonné qu'il a respiré finissent par le frapper. Il se met à vomir du sang à nouveau, et les monstres en profitent pour s'approcher de lui. Heureusement, son pouvoir mystérieux se manifeste à nouveau, lui donnant la force et la folie de tenir bon, même lorsque deux monstres l'attaquent en même temps. Rudo sort indemne de la collision et utilise une plaque de métal pour trancher le crâne du premier monstre. Il attaque ensuite le deuxième monstre, le coupant en deux et le faisant exploser. Il fait une pause après ça, mais un autre monstre gigantesque commence à marcher vers lui. Au moment où Rudo le voit, il décide de s'enfuir et de reprendre des forces, mais le monstre frappe le sol de toute sa force, libérant une onde de choc qui le projette au loin. Cependant, lorsque Rudo ouvre les yeux, il est choqué de voir un homme portant un masque effrayant debout sur lui. Il se demande qui est cet homme et d'où il vient, mais l'homme le soulève soudainement et le projette en avant. Rudo crache du sang et s'apprête à se battre quand l'homme lui met soudainement un masque à gaz sur le visage, lui permettant de respirer à nouveau. Rudo est vraiment confus maintenant, et il demande à l'homme s'il est un local. Il veut en savoir plus sur cet endroit et les monstres ici, mais l'homme masqué lui demande simplement de se taire. Évidemment, quelqu'un avec un numéro à un chiffre ne comprend pas les ordres, et Rudo continue à lui poser des questions sur cet endroit à voix haute. L'homme masqué lui murmure à nouveau de se taire, mais Rudo lui dit de parler plus clairement. Il demande s'ils sont sous terre, et l'homme masqué craque enfin. Il oublie ses propres conseils et crie sur Rudo, lui disant qu'ils ne sont pas sous terre mais au-dessus de la surface, et que c'est la faute des gens qui vivent en haut d'avoir transformé cet endroit en enfer. Il dit ensuite à Rudo que les monstres géants faits de déchets sont attirés par le bruit, et grâce à lui qui n'a pas fermé sa gueule, ils l'ont remarqué maintenant. L'homme masqué dit que les bêtes des déchets ne peuvent pas être vaincues avec des armes ordinaires, donc leur meilleure option était de s'échapper silencieusement, mais ils ne peuvent plus le faire. Un monstre arrive derrière eux à ce moment-là, et l'homme masqué décide de s'en occuper avant tout. Une énergie dorée émerge soudain de son bras et enveloppe son parapluie, le transformant en une arme. Le monstre les attaque, mais l'homme masqué fait simplement tournoyer son parapluie dans son visage, l'utilisant comme un mixeur pour broyer le monstre. Les morceaux du monstre tombent partout et se transforment soudain en poussière. Rudo était déjà surpris par le étrange renforcement,
mais maintenant il est encore plus curieux de savoir pourquoi les monstres ne se régénèrent pas après avoir été touchés par cette attaque. Juste à ce moment, une énorme horde de monstres arrive, mais l'homme masqué est confiant qu'il peut tous les affronter. Il se précipite vers les monstres, les faisant exploser rapidement avec son parapluie tranchant, puis saute en utilisant son parapluie comme un parachute. Rudo se demande s'il s'agit d'une sorte de technologie utilisée par les gens du gouffre ou si c'est unique à l'homme masqué. Pendant ce temps, l'homme masqué plane devant le dernier monstre géant restant, qui crache soudain une boule d'acide sur lui. Il bloque et disperse l'acide avec son parapluie, et l'acide explose violemment en touchant les tas d'ordures. L'homme masqué utilise ensuite la tête du monstre comme base pour sauter plus haut, puis il insuffle plus d'énergie dans son parapluie, augmentant sa taille et sa puissance destructrice. Il plonge vers la tête du monstre avec ça, le traversant ainsi que le sol. Une fois cela fait, l'homme masqué retourne vers Rudo, qui lui demande « Mais qui es-tu » L'homme enlève son masque et se présente comme Engin, un simple nettoyeur, mais l'instant d'après, l'air malade lui fait regretter sa décision. Engin maudit Rudo pour l'avoir fait enlever son masque, et soudain, Rudo s'effondre. Pendant qu'il est inconscient, il rêve d'un incident de son enfance. Il était rentré chez lui après avoir été harcelé et poussé dans les égouts par les autres garçons parce qu'il leur avait dit que les objets étaient vivants, et il ne l'avait pas cru. Recto lui a demandé s'il avait frappé le garçon dans le dos, et Rudo a répondu que non. Il a demandé à Recto s'il disait vraiment la vérité quand il disait que lorsqu'un objet est traité avec soin, une âme finira par l'habiter. Alors que Recto le nettoyait, il a dit que l'histoire n'était qu'une vieille légende pour inciter les gens à chérir ce qu'ils avaient, mais personnellement, il aimait croire que tout avait une âme. Rudo est devenu de plus en plus curieux en entendant cela et a demandé si les choses autour de leur maison avaient aussi une âme, y compris ses gants. Recto a simplement répondu que s'il les traitait avec soin, ils auraient une âme un jour. Rudo se réveille soudainement de son rêve avec ça, et il se retrouve enchaîné et traîné par Engin. Rudo le maudit, lui disant de le libérer, mais Engin dit qu'il l'emmène simplement dans un endroit sûr. Rudo ne s'en soucie plus parce qu'il veut remonter pour se venger, mais ses mots font s'arrêter Engin net. Il dit à Rudo qu'il est impossible de remonter à l'endroit qu'ils appellent la sphère, qui est essentiellement dans le ciel, et qui est constamment en mouvement. Il reprend ensuite à traîner Rudo, disant qu'il n'est pas possible de revenir maintenant, et qu'il devrait juste se calmer et accepter sa nouvelle situation. Rudo, cependant, refuse d'abandonner, disant qu'il retournera à la sphère à tout prix. Il croit qu'Engin connaît le chemin pour y aller mais le lui cache, et il lui crie de lui dire tout ce qu'il sait, ou il continuera à crier jusqu'à ce que d'autres monstres arrivent. Engin est furieux contre cela, et il dit à Rudo qu'il va lui dire exactement quel genre d'endroit c'est. Il commence à le traîner encore plus négligemment et l'emmène finalement dans une clairière dans un canyon qui est 100 fois plus propre que les environs. Engin le dépose là, lui disant de s'amuser alors qu'il part rapidement. Rudo le maudit pour au moins le libérer, mais Engin s'en va sans rien dire. Soudain, un groupe d'hommes portant des masques à gaz sort des camions, et ils se dirigent vers Rudo. Il se demande s'ils sont les habitants de cet endroit, et les gens sont aussi incroyablement curieux à son sujet. À en juger par ses vêtements, il se demande s'il vient de la sphère, et ils s'approchent de lui de manière inquiétante avec leurs questions. Rudo leur dit nerveusement qu'il est tombé de la sphère, et les hommes jettent soudainement leurs masques. Ils semblent vraiment excités de voir un habitant de la sphère vivant avec eux parce qu'ils ne trouvaient que leurs cadavres dans le passé. Ils deviennent trop curieux et commencent à examiner le visage de Rudo, et ils s'éloignent immédiatement d'eux. Les hommes lui disent qu'ils ne veulent pas lui faire de mal et commencent à le détacher, ce qui lui fait penser qu'ils sont beaucoup plus gentils qu'Engin. Cependant, tout s'avère être un piège, et bientôt, Rudo se retrouve enchaîné très solidement à l'intérieur d'un camion. Il se demande ce qui se passe, mais les hommes à l'extérieur parlent de leur chance d'avoir un vrai sphérite vivant parce qu'il rapportera certainement une énorme somme. Ils parlent du fait que les gens paient des sommes folles pour les parties du corps et les vêtements des sphérites morts, et en trouver un rare les rendra fous. Le chef des hommes dit ensuite à Rudo que la raison pour laquelle les gens sont prêts à payer une telle somme d'argent pour les sphérites est qu'ils les détestent. Il maudit les gens qui vivent dans la sphère qui ont déversé tous leurs déchets sur la planète jusqu'à ce qu'ils s'accumulent, empoisonnant l'air et créant des monstres. Les gens qui sont morts à cause des monstres ou qui ont perdu leur maison à cause de l'air et de la terre toxique nourrissent une profonde rancune contre les sphérites, et une fois qu'ils en trouvent un vivant, ils lui feront vivre un enfer. Le chef décide ensuite de nourrir Rudo avec quelque chose pour l'accueillir à la surface, et cette nourriture est de la viande pourrie et d'autres choses avariées. Il continue à se moquer de lui, disant que les sphérites comme lui ne touchent même pas les ordures, donc il ne peut pas digérer une nourriture comme ça. Cependant, alors qu'il essaie de lui enfoncer un morceau de viande dans la gorge, l'homme fait la plus grosse erreur de sa vie. Rudo mord soudainement ses doigts, arrachant la chair et la mâchant avec les trucs pourris qu'il a mangés plus tôt. Il commence ensuite à manger la nourriture pourrie, disant que ce n'est pas une ordure parce que c'est encore parfaitement comestible. Les hommes se font dessus parce qu'ils n'ont jamais vu une bête comme ça, mais ce n'est que le début. Rudo est en colère contre tout le monde pour avoir étiqueté les choses comme des ordures et indignes d'être utilisées, et il ne va plus le supporter. Son pouvoir se manifeste à nouveau,
et il se libère de ses chaînes. Il saute dehors et libère son énergie sur le sol, soulevant les objets autour de lui. Engin observe tout à distance, et il est vraiment content de voir que Rudo s'est avéré être un donneur, une personne capable de donner vie aux objets et d'en tirer leur pouvoir, tout comme lui. Pendant ce temps, sur le sol, Rudo pense aux paroles de Recto selon lesquelles traiter les objets avec soin les rend vivants, et il traite aussi leurs humains avec soin. Il jette son masque et attrape la chaîne utilisée pour l'attacher, l'infusant de vie et la transformant en une arme. Les hommes se précipitent vers lui, mais Rudo frappe simplement le sol avec sa chaîne, les forçant à reculer. Leur chef leur dit de viser la chaîne parce qu'un donneur est inutile sans son objet, et ces hommes réussissent rapidement à désarmer Rudo. Cependant, à leur grand choc, et au grand plaisir d'Engin, Rudo ramasse un pneu et le transforme aussi en une arme, ce qui est trop rare même pour les donneurs puissants. Il se débarrasse rapidement des hommes et s'attaque ensuite à leur chef, qui continue à le maudire tout en se faisant dessus. Mais juste au moment où Rudo s'apprête à le frapper, Engin arrive et l'arrête. Rudo sort soudainement de sa frénésie, et son pouvoir s'éteint. Le pneu qu'il utilisait se transforme soudain en poussière, et Rudo saigne du nez alors qu'il essaie de comprendre exactement ce qu'il vient de faire. Engin dit qu'utiliser son pouvoir si imprudemment est sûr de fatiguer son corps. Il s'excuse ensuite d'avoir testé Rudo comme ça, mais il voulait s'assurer de ses pouvoirs. Il promet de lui dire tout sur ce monde et ses pouvoirs, mais en échange, il veut que Rudo rejoigne les nettoyeurs parce qu'ils ont besoin de gens comme lui pour combattre les monstres. Cependant, c'est un peu trop pour Rudo à digérer, et il dit qu'il ne veut pas les rejoindre, mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.